Bonjour, je suis Laurence Garisson, coach Mindset et Énergie et voici mon index ABC. Un coach Mindset et Énergie, c'est quelqu'un qui va vous accompagner dans un moment de votre vie où vous ressentez un blocage ou une difficulté à atteindre un objectif. C'est un partenaire qui va vous aider à cheminer et à lever des croyances pour accélérer l'atteinte de votre objectif. Ceux qui font appel à moi sont en général des entrepreneurs à impact, donc avec une mission environnementale ou sociétale, ou tous ceux qui ont envie de donner du sens et une notion de durabilité à leur vie professionnelle pour justement avoir le meilleur état d'esprit et surtout tenir la distance. Les 3 mots qui me caractérisent le mieux, je pense, ce serait la notion de plaisir, puisque c'est à partir de ces éléments, des zones de plaisir, que je construis mes accompagnements en coaching et j'ai moi-même un driver plaisir qui est très fort. Il y a aussi la notion d'humour qui est importante, l'autodérision, le regard sur soi, de la bienveillance, de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Je pense que c'est fondamental. Et le dernier élément important, je pense que ce serait l'éthique, parce que accompagner l'autre, c'est évidemment un cadeau, mais c'est surtout une très grande responsabilité. Merci de votre fidélité, bienvenue pour un nouveau portrait index avec la présence aujourd'hui de Laurence Garisson. Laurence, bonjour. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là, merci de nous faire confiance, merci de vous dévoiler, d'exposer votre expertise, de raconter un peu votre vie aussi, parce qu'il n'y a pas d'expertise sans un parcours de vie précédemment. Et le vôtre, on pourrait même consacrer une émission exclusivement sur votre première partie de vie, hein. J'ai l'impression. À ce point-là ? J'ai l'impression. Non, entre le burn-out, entre toutes ces choses-là qui ont ponctué votre vie, c'est vrai, on pourrait presque... Bon, on va voir ça. Vous êtes coach et je demande toujours aux personnes qui viennent s'installer sur le canapé et qui se disent coach, évidemment, de bien préciser les choses. C'est important parce que j'ai le sentiment que ce titre de coach, il est parfois un peu galvaudé. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, et puis c'est un peu un sujet aujourd'hui, effectivement, parce qu'on est à un moment un peu charnière en France, c'est-à-dire que le terme commence à être un peu connu, mais il y a encore quand même beaucoup de pédagogie à faire. Et cette pédagogie, elle doit justement s'accompagner aussi d'une notion d'éthique, parce que c'est pas encore très cadré. Tout le monde peut un peu s'autoproclamer coach du jour au lendemain. Je pense que c'est important aussi de faire le distinguo entre les différents profils de coach, parce que une certification ne donne pas le talent non plus. Donc voilà, donc il y a plein de choses à prendre en compte. Moi, je suis coach certifié ICF, donc qui est la plus grosse fédération de coaching dans le monde. Et c'était important pour moi, cette notion d'éthique. Bon. Vous accompagnez les entrepreneurs et alors vous avez, et on demande toujours à ceux et celles qui vont s'installer et sur ces canapés et qui vont avoir leur fiche index sur la plateforme index de nous donner des mots-clés. Et ces fameux mots-clés... c'est dur. Ouais, c'est pas ça, ça a l'air compliqué. Parce qu'il faut synthétiser en quelques mots ce que vous faites et c'est pas toujours facile. Coach, entrepreneur, impact, plaisir, énergie. Si on devait détailler tout cela, d'abord vous vous adressez aux entrepreneurs spécifiquement ? Ouais, en fait, c'est vraiment une cible de cœur, parce que c'est vrai que c'est là où, en fait, moi, je suis quelqu'un qui se lève un peu tous les matins en ayant envie de changer le monde, et c'est vrai que finalement, où est-ce qu'on voit le plus s'exprimer cette capacité humaine à modifier son environnement, à modifier le monde, c'est quand même à travers l'entrepreneuriat. Après, c'est de manière générale tous ceux qui ont un peu envie de donner une notion de sens et de durabilité à leur carrière professionnelle. Vous avez dit le mot environnement. Ouais. Et pourquoi n'est-il pas dans les 5 ? Pourquoi il n'est pas dans les 5 Alors que c'est quand même quelque chose d'important pour vous, l'environnement. Oui, c'est quelque chose d'important. Ça correspond à un engagement personnel. Et c'est vrai que du coup, c'est plutôt les entrepreneurs à impact. Donc, c'est les entrepreneurs à mission. J'ai un podcast d'ailleurs qui s'appelle Impactor et qui met en lumière des entreprises à mission. Donc, tous ceux qui ont envie d'avoir un rôle environnemental ou sociétal aujourd'hui, il y a urgence. Mais oui. C'est ce qui vous anime ? C'est ça véritablement, et c'est le cœur de cible de votre activité et de l'expertise que vous allez proposer. Et c'est mon écosystème aujourd'hui. Et c'est votre écosystème aujourd'hui. Du plaisir ? Oui,
La notion de plaisir, parce que moi j'ai un driver plaisir qui est très fort. Alors on pourra parler de la notion de driver éventuellement, mais j'aime en fait, je suis animée par le fait de faire plaisir, de créer de l'harmonie, mais aussi d'en prendre. C'est-à-dire que moi j'ai besoin d'être à un endroit où en fait j'ai pas forcément la notion de travail. Alors je fais parfois la métaphore du village des Schtroumpfs. Mon moment idéal c'est le village des Schtroumpfs. C'est là où chacun serait dans sa spécificité particulière, dans son plaisir et dans son naturel. Et en fait, du coup, il trouverait son épanouissement personnel, mais aussi apporterait le plus de valeur au système, à l'entreprise et à la communauté. C'est-à-dire qu'effectivement, les Schtroumpfs, c'est une communauté. Ouais. Ils ont chacun un rôle et un caractère bien spécifique Ouais, qu'ils assument tous, qui correspond à leur ADN. Oui, c'est ça. Voilà. Et effectivement, l'image, la métaphore est belle. Et pourquoi cette notion de plaisir aussi? Parce que en fait, c'est là-dessus que je base tous mes accompagnements en coaching individuel. En fait, je suis certifiée d'un outil scientifique qui s'appelle Map & Match. C'est ce que j'allais vous demander. Et qui va permettre d'identifier. Alors, j'ai apporté le mien si jamais on en parle plus pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais ça va permettre de faire votre mapping de vos zones naturelles de kiff. Donc, c'est les zones où vous avez vous-même, évidemment, votre plein potentiel, votre épanouissement optimal, mais c'est aussi l'endroit où vous allez apporter le plus de valeur à votre projet, à votre équipe et à votre entreprise. Alors, avant de parler effectivement du Map & Match, le dernier mot que vous utilisez, c'est énergie. Ouais. Mais parce que justement, ces zones de plaisir, c'est là où vous allez puiser une énergie, alors que je dis 100% durable et renouvelable pour le coup, pour rester dans le thème. C'est le sujet sur lequel on va vous lancer à 1h du mat, vous étiez en train de piquer du nez et vous êtes reparti jusqu'à 5h en fait. Ouais, c'est ça. Donc c'est un endroit où cette énergie, vous allez la puiser là où elle se trouve naturellement, sans avoir à chercher de quel café je bois le matin ou de comment je me dope pour arriver à tenir en fait. Tout est déjà là. Je suis un entrepreneur, je veux mettre une dimension environnement durable au sein de mon entreprise, auprès de mes salariés, de mes équipes, etc. Vous êtes là pour me coacher et pour m'accompagner. Je suis complètement là. Bon, c'est formidable. Alors, l'outil, avant de parler de l'outil et du support que vous avez là, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur votre parcours, votre parcours de vie, parce que ça c'est très intéressant et on se dit, mais enfin, comment elle en arrive à ça? Sur l'environnement et l'environnement durable, on peut tous comprendre et on a tous conscience de cela. Mais vous, avant d'en arriver là, vous en avez fait des choses. Il s'en est passé des choses jusqu'à une cassure. Ce fameux burn-out. Et alors, quelle était votre première partie de vie avant cette expertise que vous allez nous présenter? Alors effectivement, moi je pense que comme tout le monde, j'ai un peu des cycles. Alors j'ai commencé, et d'ailleurs c'est assez marrant parce que comme j'ai fait mon mapping après, je me suis rendu compte à quel point ça correspondait à des zones importantes pour moi. J'ai commencé par échouer, parce qu'on a beaucoup cru. Moi j'ai une famille très intellectuelle, très dans les études, très voilà. Donc sous influence. Vous êtes sous influence ça a de sauté. l'obligation. J'étais un peu le vilain petit canard déjà dès le début. Bon. Donc comme je ne savais pas trop au niveau du bac, ce que j'avais envie de faire après, on m'a collé en fac d'histoire en se disant elle aura la fibre, il va se passer un truc. Bon, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé à part si, pour le coup, une première appétence vraiment pour tout ce qui était un peu psychosocial, etc. Mais bon, voilà, pas au-delà. Et puis un jour, j'ai rencontré la com. C'était vraiment les débuts des écoles de com. Et là, gros coup de foudre, au point d'ailleurs que j'ai un peu passé, je dis tout là, je sais pas, je suis en confiance. C'est le but. J'ai un peu passé les examens en loose, alors que j'étais censée faire complètement autre chose, etc. Donc j'ai fait un peu mon truc en secret en attendant de voir si je serais acceptée. Et puis j'ai été acceptée. Et donc là, ça a été premier gros clash familial. La com, ça n'existait pas. Encore moins chez moi. Déjà, ça voulait rien dire. Mais alors chez moi, c'était de la science-fiction. On ne fera rien d'elle. Enfin voilà. Donc il a fallu déjà que je tape du pied à ce moment-là pour imposer ce parcours-là. Donc j'ai fait un premier parcours, donc école de com, puis agence de com parisienne, très classique. J'ai adoré ça, honnêtement. Je pense que je suis arrivée avec un gros manque d'expression, donc j'étais contente. Voilà, enfin, je pouvais m'exprimer. J'ai adoré ça et voilà, l'analyse que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai adoré ça tant qu'il y avait un peu une notion de sens aussi, parce que mes premiers clients étaient vraiment des clients qui avaient besoin de communiquer pour vivre. Il y avait vraiment... Voilà. Et puis un jour, je suis arrivée chez les gros industriels
Et là, je pense qu'il y a eu un petit décalage entre ce que j'imaginais et ce qu'on me demandait de faire. Plus ajouter à ça, évidemment, une surcharge de travail, enfin, le travail de 3 personnes, les nocturnes, voilà, la fatigue. En tout cas, cette période-là, c'était une période évidemment qui déclenche ce que vous êtes aujourd'hui? Ah oui, complètement. Ouais. Ouais, complètement. Donc il y a bien un burn-out à un moment donné? Ouais. Donc là, ça se termine mal, effectivement, après 5 ans de surcharge mentale, voilà, plus dans ma vie professionnelle, la perte d'un être cher. Oui. Tout ça a un peu fait, voilà, un Ça peu fait beaucoup. switché et a fait que, en fait, voilà, plus rien ne me paraissait raisonnable. Enfin, il n'y avait plus de sens, en fait. Donc tout ça m'a mené petit à petit, en 2 ans, à sombrer petit à petit. Alors avec tout, enfin. Ceux qui nous regardent se reconnaîtront, hein. Personne n'a vu, hein. Ça n'empêche pas d'être très souriant, d'être très dynamique, d'être très... Voilà, mais le soir, c'est plus compliqué. Et du coup, un jour, a pu. C'est-à-dire qu'un jour, je suis arrivée en disant « a pu ». Ciao. Donc j'ai cet instinct de survie, heureusement, qui fait que je ne suis pas allée jusqu'à ce que certaines personnes peuvent vivre, où vraiment là, il n'y a vraiment plus dû, il faut tout déconnecter pendant des mois avant de... Voilà. Moi, j'ai vu le truc arriver. J'ai tout arrêté et là, ça a été un premier virage dans ma vie, personnelle, professionnelle, où on remet tout à plat, on se prend le temps de réfléchir à la suite. Et on redémarre à zéro. Et on redémarre à zéro. Et donc là, j'ai été super bien entourée à l'époque par une coach. Enfin, on n'appelait pas comme ça à l'époque, mais donc j'ai fait un bilan de compétences, mais c'était au-delà, qui m'a amenée au sujet de la décoration d'intérieur. Donc du côté plus créatif de mon profil. Et du coup, l'entrepreneuriat, mais enfin, un peu sans le vouloir, c'est-à-dire que quand on est dans ces périodes de vie, on entend tout et son contraire. Donc, mais vas-y, lance-toi, mais non, jamais, mais t'es folle, mais si, vas-y. Enfin, voilà. Et donc, on laisse un peu l'univers faire. Et donc, j'avais monté un blog, enfin bref, pour me faire connaître. Et puis, en fait, j'ai été repérée à travers ce blog. Et c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier. Et donc, je me suis lancée dans la deuxième partie de vie. Pendant quand même 12-13 ans, où là, à mon compte, architecte d'intérieur, nouvelle aventure. Rebelote, j'ai adoré ça. C'est quand même grand écart, hein? Ouais. Oui, mais je dirais que le fil rouge, il est quand même toujours là. C'est toujours cet accompagnement de l'autre vers ce qui me semble le plus juste, le meilleur endroit en fait. En com, c'était déjà une espèce de mise en lumière et de progression de l'activité. En déco, moi, ce que j'adorais en fait, c'était changer la vie des gens, déjà. Et on peut vraiment changer la vie des gens de manière très concrète. Et c'est vrai que bon, c'est super, hein, le choix des canapés, des couleurs, j'adore ça. Et voilà, mais vraiment, le meilleur compliment qu'on pouvait me faire, c'est quand moi j'ai des clients qui 6 mois après m'envoyaient un mail en me disant « On n'a pas compris à l'époque, mais tous les matins, on vous remercie en fait. Parce que ça fait ça, ça, ça dans notre vie, ça change tout. » L'accompagnement, et on comprend effectivement d'où la nécessité d'avoir une certification coach et de continuer aujourd'hui avec l'expertise que vous allez nous présenter. La notion d'environnement durable, où est-elle dans l'architecture par exemple, ou la déco d'intérieur, des choses comme ça? Alors, elle ne l'était pas à l'époque, et d'ailleurs c'est un vrai sujet parce que j'ai rencontré entre-temps des entrepreneurs, pour l'instant plutôt filles, qui, en l'occurrence une personne qui a créé une école justement de la décoration durable avec cette notion. Parce que moi, c'est vrai que j'ai quitté le métier au moment où on pouvait encore passer. Voilà. Ça aurait été un vrai sujet si j'étais restée dans le métier de choix de matériaux, de choix de... Voilà. Moi, c'est vrai que je ne l'ai pas tellement intégré, à part dans des notions très basiques d'upcycling ou de recyclage ou de fourniture de seconde main ou des choses comme ça, mais c'était un peu la mode, donc je ne vais pas m'en vanter, c'était un peu facile. Mais je ne l'ai pas tellement intégré dans la notion d'éco. C'est venu plutôt dans mon cheminement personnel. Une prise de conscience personnelle? Ouais, c'est venu plutôt dans mon cheminement personnel parce que en parallèle de tout ça, en fait, moi, il y a un moment charnière dans ma vie qui est un cancer, tout simplement. Donc j'ai eu un cancer du sein à 35 ans qui m'a amenée très naturellement à m'interroger sur mon alimentation. Ça a commencé par la notion d'alimentation et puis en fait, quand on met le doigt dedans, qu'on commence à prendre conscience de plein de choses, ça ouvre sur tout ça. Donc remise en question totale, il y a évidemment tous ces aléas de la vie, et à quel moment vous switchez et vous vous dites peut-être que je peux assembler les petites pièces de ce puzzle entre cet environnement durable, l'accompagnement qui fait partie de mon ADN et ce que vous ressentez intrinsèquement très très fort, et
l'expertise du map and match que vous proposez et dont on va parler maintenant. Ouais. Ben ça, c'est la deuxième crise, celle de la quarantaine. Bienvenue, bienvenue. Voilà, il n'y a pas plus universel que ça. Où en fait, moi, j'ai commencé à... J'adorais la partie créative de mon métier, la partie relationnelle, mais j'avais un vrai sujet de souffrance sur toute la partie gestion de chantier. Tout le monde sait ce que c'est que de changer un canapé. Vous imaginez ça fois 10 000. Entre les problèmes de logistique, les problèmes de livraison, les problèmes d'entrepreneurs qui ne veulent pas faire ce qu'on leur demande, etc. Et donc ça, pour moi, c'était... un vrai sujet, et je me suis rendu compte que finalement j'étais dans ma zone de kiff que 30% du temps en fait. Enfin, ce métier qui est hyper fantasmé, de la décoration d'intérieur, tout le monde me disait « Ah, t'as tellement de chance !» Oui, mais... Et donc en fait à 40 ans, j'ai commencé à réfléchir, j'étais fatiguée, puis j'avais été quand même malade et tout, et je me suis dit, je me vois pas encaisser ça encore pendant très longtemps, etc. Et donc j'ai fait une photographie, mais beaucoup moins douloureuse qu'à 30 ans, mais à me dire, j'ai été salariée, j'ai été entrepreneur, j'ai fait un burn-out, j'ai aussi un parcours de développement personnel à travers le bouddhisme, plein de choses dont je pourrais parler, qui quand même me donnait aussi un champ de conscience, qui pouvait aider d'autres. Et voilà, et j'ai commencé à me dire, tiens, est-ce que je commencerais pas à avoir un profil qui pourrait accompagner d'autres dans ces moments de leur vie et de revenir à l'humain qui était un premiers amours. Entre le moment où vous avez cette prise de conscience et le passage à l'acte, si je puis dire. C'est toujours assez rapide chez moi. Ah d'accord, ouais, okay, c'est toujours assez rapide. On ne va pas tergiverser non, très le longtemps. passage à l'action, en fait, c'était très clair. Et du coup, j'ai commencé à fureter un peu sur les écoles de coaching, à me renseigner, etc. Et puis un jour, il y a eu un coup de cœur sur une école et donc là, c'était parti. Et après, pour répondre à votre question sur Map and Match, moi, c'est dans mon développement d'entrepreneur où en fait, moi, j'aime bien avoir un réseau vivant. Donc, un chiffre sur LinkedIn, c'est formidable. Mais en fait, moi, je m'astreins à avoir minimum 5 personnes en vrai par semaine, en visio, à connecter vraiment pour que ce soit un réseau. Le contact est important, ouais. Ouais, et puis il faut un réseau. Enfin, on entend toujours cette phrase ah, mais j'ai vu que tu connaissais machin. Ah non, je sais pas, c'est juste sur LinkedIn. Ça n'a pas de sens. Donc, pour qu'un réseau vive et que voilà, bref. Donc, et donc c'est en connectant avec les fondateurs de cette entreprise Map and Match que je trouvais super intéressant, où tout d'un coup, pour le coup, ça a été un espèce d'alignement de planète entre mon caractère, la façon dont j'avais envie d'aborder les choses et ce qu'ils apportaient eux. Voilà. Et donc je me suis certifiée de cet outil. Quel est cet outil ? Alors, comment se pratique-t-il exclusivement pour les entrepreneurs, encore une fois ? Ah, pas du tout. Ah non, pour tout le monde. Ouais, tout à fait. Map and Match, donc eux, effectivement, parlent beaucoup aux entreprises parce que, alors, si j'explique simplement, Map and Match, et ce qui m'a beaucoup séduit aussi, c'est que c'est un outil scientifique, donc qui a été créé par une scientifique et qui est parti de l'observation du vivant. Donc, quand je dis que ça a du sens, voilà, de l'observation du vivant, de l'observation de toutes les fonctionnalités nécessaires à la création de la vie, en fait. Et qui est parti aussi de tout un fond de médecine traditionnelle chinoise. Et donc cette approche globale du corps où vous avez mal au ventre, mais en fait vous se rentez dans le dos. Enfin, pas très occidentale comme approche. Et du coup, voilà, moi c'est ça qui m'a passionnée, cette approche globale. Et puis moi, très, très dans les médecines aussi, plutôt traditionnelles. Donc j'observe le vivant, je vois comment ça fonctionne et je l'adapte au système, à la société et au système de l'entreprise. Et ça devient, en fait, ces fonctionnalités deviennent 20 talents, on appelle ça dans le profil Map and Match, 20 talents qui représentent, en fait, le cercle idéal de création de valeur dans l'entreprise. D'accord. Et donc, on a tous, en tant qu'individus, entre 2 et 8 talents, à peu près, parce qu'on est évidemment incomplet et imparfait. Donc à titre individuel, c'est évidemment déjà un premier enseignement super intéressant sur vos zones d'énergie, de kiff, d'épanouissement. Et après, dans un second temps, vous pouvez le faire au niveau de l'équipe, c'est-à-dire superposer les mappings, parce qu'au niveau de l'équipe, il faut les 20. Donc, après, comment on superpose tout ça ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment identifier les trous dans la raquette ? Et qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on délègue ? Est-ce qu'on s'organise différemment ? Voilà. Mais est-ce que ça veut dire que... donc on en a 8, hein, vous m'avez dit ça ? Non, combien on en a au départ ? Entre 2 et 8. Entre 2 et 8. Bon, ceux qui en ont 8 par exemple, et qui doivent aller à 20. Donc ils doivent aller recruter ou trouver au sein même de leurs équipes les profils qui correspondent bien
aux 12 restants. Dans l'idéal, ouais. Dans l'idéal, c'est ça. Et donc cet outil peut permettre ça. Ouais, là où c'est passionnant, c'est justement, alors à titre individuel, c'est déjà super intéressant parce que quand je sais quelles sont mes zones de génie, il y en a qui vont appeler ça comme ça, mes génies, ça donne une notion de savoir qui n'est pas vraiment celle-là, mais enfin mes zones de kiff, moi, voilà, c'est le terme que j'utilise. Donc quand je connais bien mes zones de kiff, je sais aussi mieux gérer ma semaine, ma vision, etc. Parce que je sais quelles sont les choses qui vont me coûter et je sais les choses qui vont m'apporter. Donc ça permet aussi, parce que moi je dis, enfin vraiment mon obsession en fait, c'est la notion de durabilité de manière générale. Parce que se lancer dans un projet entrepreneurial, c'est formidable. Mais au début, c'est comme le couple, hein. Tout est formidable, on a envie, c'est génial, etc. Sauf qu'après, il y a une notion de réalité qui reprend le dessus, et qui fait qu'est-ce qui fait que ça dure. Et en fait aujourd'hui, notamment ces entrepreneurs à impact, on a tellement besoin d'eux. Moi, mon obsession, c'est de les faire durer, mais pas de les faire durer dans la souffrance, de les faire durer dans le plaisir. Donc vous les accompagnez, c'est-à-dire que vous faites un audit au sein de leur structure pour savoir s'ils ont les bonnes équipes, les bonnes personnes? Oui, alors pardon, je n'ai pas répondu complètement à votre question parce que en fait j'insiste sur l'individu parce qu'il n'y a pas forcément au début, on peut être tout seul. Donc c'est aussi important de savoir, voilà moi ce que je peux apporter à mon entreprise, voilà éventuellement ce qui peut me manquer, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je m'associe? Est-ce que je délègue? Est-ce que je m'organise différemment, etc. Ça, c'est le casse-tête de tous les entrepreneurs. Exactement. Donc déjà, au niveau individuel, c'est déjà hyper puissant d'avoir conscience de ça. Après, effectivement, dans les étapes suivantes, au moment où on va s'associer, c'est évidemment génial de pouvoir... Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je suis en train de travailler en collaboration avec une des personnes fondatrices de Map & Match. Et la première chose qu'elle a fait, c'est de tout de suite superposer nos mapping à nous pour savoir comment on allait fonctionner, comment on était complémentaires, etc. Donc évidemment que c'est génial quand on a plusieurs candidatures de pouvoir se dire je vais optimiser le truc en comparant, en superposant les mappings. Et au niveau de l'équipe, alors pareil, quand on est à deux, on n'a pas les 20 talents, hein, c'est pas possible. Mais en revanche, quand l'équipe s'étoffe, l'idée c'est de tendre vers ça, Alors c'est vraiment passionnant parce que je me suis posé une question, c'est que là effectivement c'est par rapport aux entreprises, mais est-ce qu'on pourrait le faire au sein d'une même famille? Ce serait très rigolo. Alors après, il faut que je réfléchisse. Oui, mais au service d'un... Après, est-ce que la famille a une mission de création de valeur ou de créer... De valeur, sans doute. Ce serait plus dans le cadre peut-être... Sans doute. À quel moment les familles s'engueulent le plus? En général, l'organisation du mariage. Alors ça peut être au service d'un projet, oui. Par exemple. Se dire, tiens, qui va faire quoi pour que ça se passe le mieux possible. C'est très intéressant. Alors moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous dressez le profil? Comment cet outil permet de dresser un profil de personnes qui pourraient intégrer une équipe ou qui fait déjà partie d'une équipe et savoir si ça va coller, matcher avec l'ensemble du reste de l'équipe? C'est tout simplement un petit test qui dure un quart d'heure. Donc c'est un algorithme. Donc c'est des questions? Ouais. C'est des questions, vous savez, avec ce système de questions un peu parfois répétitives qui permettent que le cerveau lâche parce qu'en général, on réfléchit toujours beaucoup au début, si je dis ça. Voilà. Et puis en fait, ça revient de façon posée différemment, etc. Ce qui fait qu'à un moment... Ouais, et puis en plus, c'est un peu pénible. Donc au bout d'un moment, on clique de façon un peu automatique. Et c'est là où ça devient intéressant. Alors c'est d'autant plus... C'est l'aspect scientifique parce qu'il y en a qui vont... En nous écoutant, peut-être que certains vont dire oui, ça fait un peu gadget parfois. Ou, voilà. Le côté scientifique, qui a testé ça? De quelle manière ça existe depuis si longtemps et quelles sont les preuves que nous avons aujourd'hui scientifiquement que ça match? Alors là, j'avoue que ça va être un peu ma limite. Moi, je pense que Map & Match répondrait beaucoup mieux que moi à cette partie-là. Mais la scientifique à l'origine du projet s'appelle Chantal Jans. Et pour elle, c'est un outil qui est issu de 20 ans de recherche. D'accord. Voilà. D'accord. Quelle différence il peut y avoir avec le principe de l'énéagramme? Quelle différence il peut y avoir avec d'autres structures de profil qui peuvent, au sein d'une entreprise, déterminer le caractère, les atouts et les inconvénients de telle ou telle personne? Ouais, alors moi je dis toujours, de toute façon, il n'y a pas de mieux, de moins bien, tout ça est tout à fait complémentaire. Pour moi, la différence fondamentale que j'aime bien, c'est qu'on ne parle pas de comportement. Et on ne parle pas de relations interpersonnelles. En fait, on parle vraiment de zones de plaisir et d'énergie. C'est que du positif? Exactement.
Il n'y a pas de trait de caractère qui pourrait être Non, parce que sous-jacent il et plutôt n'y a pas de négatif. trait de caractère, justement, en fait. Ouais. C'est vraiment, si je parle de mon exemple à moi, par exemple, j'ai 3 talents qui sont prédominants chez moi. Vous n'en avez pas 20 ? Bah, si, bien sûr, mais là c'est pour me mettre au niveau, voilà. C'est pour me mettre à votre niveau. En fait. Oui, c'est ça. C'était ça. C'est pour pas, voilà. Oui, c'est ça. J'en ai 3 qui sont prédominants chez moi. J'en ai un qui est le coach ouf. Donc cette notion justement d'accompagner, de challenger, de pousser à son plein potentiel. Et moi, mon plaisir, il vient de l'observation du progrès de la personne, en fait. Il y a une autre zone qui est très... Alors, c'est assez marrant parce que... Je peux montrer Oui. Alors, je ne sais pas si on va la voir à la caméra. Je vais... Ouais, alors, ça va être compliqué de la voir comme ça. Donnez-la-moi. Comme ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est juste de voir les 3 grosses billes. D'accord. Voilà. Sans rentrer dans les détails, mais en fait, ce qui est assez marrant, vous voyez, il y a 5 familles différentes qui correspondent en fait au cercle de création de valeur et aux enjeux de préservation à court terme et d'adaptabilité à long terme en fait d'une entreprise. C'est bon, moi, c'est bon. Et en fait, du coup, ce qui est intéressant, c'est que on voit en fait la famille des pilotes, c'est la famille qui est tout en haut, et on voit l'absence totale de zone de talent là-dedans. Bah, ça, c'est la zone des pilotes. Donc les pilotes, eux, leur mission, c'est vraiment de projeter la big picture, c'est le côté stratégie, c'est le côté vision long terme, c'est le côté structuration, constitution des équipes pour le projet, etc. Bon, bah voilà, moi, quand j'étais en com, j'ai dû faire ça, en fait. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas très bien faire quelque chose dans lequel on n'a pas de talent. Ouais. C'est juste que ça ne nous apporte pas de plaisir, voire ça peut nous coûter. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on s'essouffle un peu. Donc, c'est un révélateur de talent. C'est un révélateur de zone de plaisir. Parce que c'est vrai que moi, le terme talent, parce qu'un talent, pour moi, il y a une notion de capacité ou de faire qui n'est pas vraiment dans ces profils-là. Lorsque un chef d'entreprise fait appel à vous, donc il vous fait venir au sein des équipes, ça veut dire que vous passez tout le monde au scanner avec la méthode ? Oui, exactement. Okay. Bon, ça prend un quart d'heure. Hein. Oui, c'est ça, un petit quart d'heure. Et vous Chacun reçoit son profil. Et vous savez, est-ce qu'il vous est arrivé justement dans des cas de figure bien précis, si on devait prendre des exemples, où vous vous rendez compte que la structure de l'entreprise n'est pas du tout ce que devrait préconiser la méthode ? Alors, moi, très honnêtement, pour l'instant, je n'ai pas eu à accompagner des grosses structures, puisque c'est vrai que mon cœur de cible, c'est quand même plutôt les petits entrepreneurs en démarrage. Ouais. Donc, ça ne m'est pas arrivé. Après, c'est vrai que pour en avoir parlé avec Map & Match, il n'y a pas de... Il n'y a pas de catastrophe en fait, il y a toujours, c'est du coaching, hein, donc voilà, il y a un état des lieux de départ, un accompagnement et un état désiré. Ouais. Donc voilà, on en parle. Alors ça c'est valable quand vous connaissez les gens au sein de l'entreprise, c'est-à-dire que les gens, vous pouvez les tester, ça dure 15 minutes. Mais celui qui a sa propre entreprise, qui est tout seul, un auto-entrepreneur par exemple, voilà, il est tout seul. Ouais. Il est là face à son marché qu'il a envie de développer, son angle bien spécifique, sa spécificité. Qu'est-ce que peut lui apporter alors du coup, moi, pour le coup, je peux vraiment témoigner puisque c'est mon cas, bien sûr. En l'occurrence. Donc moi, quand j'ai eu mon mapping, déjà, ce qui est super intéressant, c'est que ça m'a donné, moi, beaucoup de recul sur déjà mes premières vies, comme vous disiez tout à l'heure, et pourquoi ça s'est arrêté, pourquoi je prenais du plaisir dans telle ou telle chose, etc. Et donc ça, c'est super intéressant parce que, comme je disais tout à l'heure, dans mon métier de décoratrice, j'étais que 30% du temps dans ma zone de kiff. Ça n'a pas duré, en fait. Ça ne pouvait pas durer. Donc, si j'avais su ça, je pense que beaucoup plus vite, en fait, je l'ai fait trop tard et du coup, j'avais plus envie, mais je pense que beaucoup plus vite, je me serais mis en quête d'un partenariat ou d'une association qui m'aurait permis de rester le plus possible dans ma zone de génie et de déléguer, parce qu'il y en a qui adorent ça, la gestion de chantier. Il en faut. Je pense que beaucoup plus vite, je me serais préoccupée de ça, par exemple. Ouais. Voilà, pour donner un exemple concret. Ouais. Alors, aujourd'hui, c'est un outil qui a complètement révolutionné votre vie, pour le coup. Ouais. Oui. Complètement. Parce que, en fait, c'est vraiment, je disais tout à l'heure, c'est vraiment comme un alignement de planètes entre moi, mon caractère, ce que j'ai envie d'apporter au monde. Et on me donne, en fait, les outils scientifiques pour le faire. Enfin, on me donne l'outil qui va me permettre d'accompagner le mieux possible les gens pour le faire. J'avais jamais entendu parler de ce Map & Match.
Je trouve ça absolument fascinant. Mais alors, ça veut dire que votre accompagnement, il dure 15 minutes? Le temps de l'exercice? Non, justement, il s'arrête 15 minutes le temps de l'exercice. D'accord. En fait, dans le processus, il y a évidemment toujours d'abord une rencontre, un état des lieux, donc une première séance qui est un peu plus longue, qui permet d'apprendre à se connaître et de commencer à clarifier un petit peu l'objectif ou les objectifs, parce que c'est vrai qu'on parlait d'approche globale tout à l'heure. Et c'est pour ça que j'ai toujours du mal, moi, quand on me dit tu fais du coaching pro ou perso. Moi, c'est une question que je ne comprends pas. Parce que, surtout dans le cadre d'un solopreneur. Parce que sa vie, son entreprise, c'est exactement la même chose. Et en général, quand on a une croyance limitante dans un domaine, c'est assez rare que tout d'un coup, on l'ait plus. Voilà. Même si on peut être parfois un peu différent. Moi, je pense que c'est des gens qui ont envie de se dire, se rassurer qu'ils ne vont pas chez le psy et que donc ça reste du coaching professionnel. Bon. Moi, je rentre assez rapidement dans la notion personnelle. Sans forcer, mais assez naturellement, on en arrive à des notions naturelles et personnelles. Et en fait, avec une vision un peu globale, parce que forcément, vous n'allez pas accompagner de la même façon quelqu'un qui a une famille avec 3 enfants que quelqu'un qui est plus jeune, célibataire. Voilà. Donc, c'est hyper important d'avoir cette approche globale de la personne et de ses différents domaines de vie. Je dis souvent, arrêter de fumer, c'est formidable. Mais si vous restez sur votre canapé en bouffant des chips toute la journée, vous n'allez pas avoir une transformation incroyable de votre vie. Donc, c'est important de tout prendre en compte, surtout que le meilleur outil de l'entrepreneur, c'est l'entrepreneur lui-même. Donc, on ne peut pas avoir un bon état d'esprit si on bouffe mal, si on ne bouge pas de la journée. Donc, c'est important. On identifie, état des lieux, on identifie les objectifs et on commence à clarifier parce que c'est rare que les gens arrivent avec un objectif très clair, ils arrivent plutôt avec ça va pas. Mais donc on commence à transformer le problème en objectif pour déjà transformer l'approche du cerveau. Ensuite, je les laisse avec, ils reçoivent un petit mail pour faire leur questionnaire. Moi, je travaille après à partir des résultats et de ma pen match sur le débrief de ce questionnaire. On se revoit d'une séance un peu longue aussi, on échange sur les apprentissages du résultat. Ça, effectivement, il y a toujours ce moment où c'est « Ah ouais, mais c'est pour ça que… Ah ouais, ah mais je comprends pourquoi machin ». Donc c'est ce moment-là. Et à partir de ça, on commence à construire avec ce point de vigilance et cette meilleure connaissance de soi sur « Ok, maintenant à partir de ça, comment je fais ?» Est-ce que c'est un outil qui est valable pour les personnes qui ont du mal à déléguer? Ah oui, parce qu'il y a des profils. Alors justement, tout à l'heure, je voyais un post de Muppet Match sur LinkedIn. Il y a des profils en fait qui vont être plus à même à déléguer justement, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la prise de hauteur nécessaire déjà pour voir pourquoi, à quelle personne, etc., pourquoi il faut déléguer et pourquoi à telle personne, qui vont avoir ce côté un peu coach, c'est-à-dire je sais déléguer mais à la fois j'accompagne aussi, parce que déléguer, c'est aussi donner sa chance à quelqu'un d'autre. Donc, il y a une notion aussi de progression de l'autre. Donc, oui. Ça, c'est vraiment… Je trouve que c'est passionnant. Est-ce que vous avez un exemple de quelques questions qu'on peut avoir Alors non, parce que ce n'est pas des questions, c'est plus des confrontations de verbes. Par exemple, vous allez avoir, je vais dire n'importe quoi, mais convaincre ou piloter. Vous devez choisir entre deux. Ok, d'accord. Donc c'est une sorte de et ça permet aussi de QCM où il faut faire très rapidement les choses. Exactement. Ouais. Et ça dure une quinzaine de minutes. Je trouve fascinant et vous savez quoi? Je pense que je vais le mettre en application. Je pense que je vais vous revoir. Je pense qu'on va se revoir, je le sens. Je pense qu'effectivement, mais parce que au-delà de l'entrepreneuriat, moi je trouve qu'aussi à titre personnel, ça permet aussi de voir quelles sont nos zones de kiff, comme vous dites, quelles sont les choses qui véritablement nous donnent envie de nous lever tous les matins et d'être de quoi on a besoin. En fait, quand on parle en coaching, plus sérieusement, on est vraiment sur l'identification des besoins. Savoir on n'est jamais mieux intégré en harmonie avec son environnement, sa famille, etc., que quand on est parfaitement conscient de ses besoins. Bien sûr. Et donc on n'est pas en attente de l'autre pour les combler en fait. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être révélées au travers de cet exercice-là et qui peuvent remuer au point qu'il y a une remise en question? Alors, remise en question, oui, mais pas avec la grimace qui l'accompagne. Ah, ok, d'accord. Parce que on n'est pas, une fois de plus, on insiste beaucoup sur le fait qu'on n'est
pas sur des sujets de savoir-faire ou de capacité. Comme je disais, moi j'ai fait de la stratégie pendant 10 ans et je l'ai très bien fait. Hein. J'étais quand même directrice de RP de Danone France. Enfin, voilà, donc je l'ai très bien fait. Juste, ça me faisait pas, voilà, mais je l'ai très bien fait. Donc on insiste vraiment sur le fait que c'est vraiment une appétence, une envie, un plaisir, mais que ça remet pas en question les capacités de la personne. Donc déjà, c'est reçu de façon... Oui, c'est ça. Voilà. Mais par contre, oui, ça peut être des gros remises en question. Là, j'ai accompagné justement une jeune femme qui veut lancer sa boîte, qui, comme moi, avait été dans des consultantes stratégiques pendant 20 ans, donc hyper orientée, voilà, et qui tout d'un coup se rend compte que non seulement c'est pas un plaisir, mais en fait c'est presque un irritant, et qu'en fait, elle, toutes ses zones étaient vraiment chez les dynamiseurs, on appelle ça, donc c'est vraiment les créatifs, etc. Et en fait, elle a complètement switché en 1 heure sur la façon dont elle allait aborder du coup son nouveau projet en disant « Ah mais je vais pas du tout… » Et en fait, c'était tellement plus aligné, parce que c'est toujours un peu le sujet quand on lance son entreprise aussi, comment c'est complètement aligné avec moi, comment… voilà, et c'est un peu ce que je ressens moi aujourd'hui, c'est ça qui… Voilà. Et voilà. Et du coup, elle a effectivement la grosse remise en question, c'était ça. Et ce questionnaire-là, quand vous faites cet accompagnement et ce coaching, ce questionnaire, on le reçoit par mail ? Ouais. Mais ça veut dire qu'on a le temps de répondre aux questions. Ah oui, oui, tout à fait. Bah, si vous voulez mettre 3 heures à le faire, enfin, c'est pas… Oui, non, mais ce que je veux dire, on peut le faire parfois. Vous disiez, il y a des automatismes et des choses qui reviennent un peu rapidement et on peut répondre un peu de manière automatique. Mais on peut prendre aussi le temps de réfléchir à la question posée. Oui, mais je vous dis, c'est pas des questions rien. qui demandent… non. Et il vaut mieux le faire rapidement sans trop réfléchir, c'est plus… Sur votre coaching et votre accompagnement, on a bien compris qu'il y avait cette première phase du questionnaire. Ensuite, il faut prévoir combien de temps sur le travail que vous préconisez ? Alors, moi, j'ai un accompagnement de manière globale. Moi, j'ai le coaching individuel qui est effectivement essentiellement… On n'est pas obligé de passer par cette étape. On peut très bien venir me voir pour me dire, voilà, la semaine prochaine, j'ai une prise de parole, j'ai besoin d'1 heure de coaching, évidemment. Mais, donc, il y a cet accompagnement individuel qui est 3 mois ou 6 mois. Et en général, il y a une séance tous les 15 jours parce qu'il y a besoin de ça minimum parce qu'il y a un temps de cerveau. Il se passe des trucs pendant les séances qui peuvent être un peu… Voilà, donc il y a besoin quand même de le digérer. Et puis parce que le principe du coaching, c'est aussi d'amener un changement de comportement. Donc, moi, je donne du travail entre les séances. Et il faut le temps de tester des choses, de dire « Ah bah oui, j'ai un entretien, là, je vais tester un changement, on va voir. » Donc, il faut quand même un petit temps. Donc, il y a un accompagnement de 3 mois qui correspond à peu près à 7 séances. Il y a un accompagnement de 6 mois qui correspond à peu près à 12 séances. Ça, c'est pour la partie coaching individuel. D'accord. Et en parallèle de ça, mon gros bébé du moment, c'est que je crée des groupes de mastermind. Pour faire très court, un mastermind est évidemment un jeu très connu, mais c'est aussi un groupe d'entrepreneurs ambitieux, enthousiastes, qui décident de se réunir en groupe, en général 10-12 entrepreneurs, et de se développer en intelligence collective pour faire décoller leur business plus rapidement, mieux, etc. Parce que ça répond à une des grandes souffrances de l'entrepreneur aujourd'hui, qui est la solitude et l'isolement. Et surtout que là, on a appris que c'était une des premières causes d'abandon de l'entrepreneuriat. Donc tout le monde disait l'argent, machin. Non, en fait, c'est vraiment le sentiment de solitude, d'isolement, etc. Donc pour moi, c'était hyper important d'avoir ces 2 approches et de pouvoir proposer l'individuel et le collectif. Je trouve ça très intéressant. Je trouve que cet outil mérite ne serait-ce que d'être testé, même si demain on n'a pas nécessairement envie de prolonger l'accompagnement. On peut au moins déjà essayer de voir quelle est la meilleure façon de structurer son business et son approche d'entrepreneur. Et puis, on n'a pas beaucoup parlé quand même de cette dimension d'environnement durable. Parce qu'on pourrait se dire que les entreprises que vous accompagnez, les chefs d'entreprise que vous accompagnez, n'ont pas tous cette dimension d'environnement durable. Et ce n'est pas un problème. Alors, non. Enfin, si, mais c'est un problème pour notre planète. Oui, mais je dirais, pour être très honnête, je me vois assez mal accompagner Total Energy aujourd'hui. Mais je ne pense pas que ça arrivera. Parce que compte tenu de la façon dont moi je me positionne et de mon écosystème aujourd'hui, je ne pense pas que je serais la première qui viendrait chercher. En tout cas, oui, mais l'outil intéresse.
Même Ah si, l'outil intéresse, ils peuvent passer directement par MapNmatch. Et MapNmatch fera ce qu'ils ont envie de faire. Ce qu'ils ont envie de faire, ok, d'accord. En tout cas, voilà. Non, je trouve que encore une fois, vous avez une vision des choses et vous avez aussi cette légitimité parce que votre parcours de vie a bien fait comprendre que vous étiez dans cette recherche de ce qui vous faisait plaisir, le kiff dont vous parlez. Et pour en arriver aujourd'hui à l'expertise que vous proposez, je trouve que toutes ces étapes que vous avez vécues, même si évidemment certaines ont été particulièrement douloureuses et difficiles, ça vous donne cette légitimité à pouvoir accompagner les autres. Voilà. Donc bravo. Je prends. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter comme mot de conclusion ? Comme mot de conclusion, je dirais 2 choses qui me viennent à l'esprit, qu'on a moins évoquées. La première chose, c'est sur l'accompagnement individuel et cette notion de plaisir. Pour moi, c'est aussi important parce que ça répond aux premières souffrances de l'entrepreneur. Donc, on parlait de l'isolement tout à l'heure, mais il y a aussi le syndrome de l'imposteur, la peur de l'échec, etc. Et en fait, quand on est dans cette notion de plaisir, ça répond beaucoup à ça. C'est-à-dire que déjà, quand on kiffe la route, on est moins attaché à la notion de résultat, même si évidemment, il faut bien un objectif. Mais du coup, il y a cette tension qui s'amenuise un peu. Il y a aussi le syndrome de l'imposteur. Moi, j'avais une cliente qui était en train de préparer un entretien, qui depuis très longtemps était en poste, donc très difficile de revenir sur le marché, très, très dans le doute. Et puis, quand on a fait son mapping, ses yeux étaient comme ça en disant « Ah non, mais ça, c'est moi ». Et je dis, bah voilà, il est prêt ton entretien. Voilà. Parce que quand on est à cet endroit-là, il y a moins de doutes, etc. Voilà. Donc ça, c'est la première chose sur la notion de plaisir, c'est que c'est pas, voilà, je reviens vraiment sur, oui, évidemment, moi je le fais avec beaucoup d'humour d'entrain parce que c'est ma personnalité et que j'ai envie de cette vie-là. Mais il y a une réflexion profonde derrière sur la connaissance de l'entrepreneur, de ses souffrances et la considération de ça. Et de l'autre côté, sur le mastermind, c'est vraiment mon conseil prioritaire. Et je l'ai vécu encore très récemment, toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Entourez-vous, quoi. Ouais. Entourez-vous, vraiment. Moi, j'ai fait la winner. Là, j'ai été pendant 6 mois entre mes 4 murs sur LinkedIn à développer mon truc et tout. Je me suis cramée comme les autres. Je l'ai vécu comme les autres. Et tout a changé le jour où je suis sortie de chez moi. Et ça a amené en plus plein de projets hyper positifs dans lesquels je suis aujourd'hui. Il y a un grand chef d'entreprise dont je tairai le nom qui disait la réussite, c'est parfois le fruit du hasard, mais c'est avant tout l'association des meilleures compétences. Et donc s'entourer des meilleurs, s'entourer des gens qui ont la même énergie ou qui en tout cas sont complémentaires. Et donc évidemment. Oui, et puis qui sont les plus à même à vous comprendre à ce moment-là. Exactement. Parce que souvent, finalement, l'entourage. Alors, c'est aussi pour ça les entrepreneurs à impact, parce que déjà, l'aventure entrepreneuriale, c'est souvent quelque chose de solitaire et difficile. Mais quand en plus vous vous lancez dans un projet à impact environnemental ou sociétal, c'est ce que j'appelle un peu la double peine. Parce que moi, je l'ai vécu, hein, ça crée des frictions dans la famille, ça crée, votre engagement peut vous isoler aussi. Donc, encore plus, c'est vrai que moi, j'essaye de donner une note un peu green à mes masterminds parce que quand vous mettez ces cerveaux-là ensemble, moi, je dis souvent, les cerveaux, ils ne s'additionnent pas, ils se démultiplient, en fait. Et quand, en plus, il y a une ambition derrière, ça va être le feu, quoi. Bon, juste une petite parenthèse très rapide sur... Je suis beaucoup trop bavarde, c'est ça ? Non, pas du tout. Juste une petite parenthèse sur la décoration d'intérieur. Oui. Votre ancien métier, ça va ? Le plateau. Ça va. Alors, on est sur un look un petit peu... Alors, moi, je suis très honnête, je suis désolée. Allez-y. On est très ambiance New York, Brooklyn et tout qui se faisait il y a 15 ans. Mais où vous voyez du New York et du Brooklyn ? Il y a le côté un peu industriel, le côté Chesterfield, machin. Ouais, d'accord. Tout ça est très... Donc c'est non, kitsch, vous voyez pas non, ça ? Non, je sais pas. J'ai pas dit kitsch. Non, d'accord. J'ai dit moins 2023. Il ne faut pas poser la question quand on ne veut pas la réponse. C'est le temps que j'ai passé pour essayer de trouver 2-3 petites choses. Non, par contre, c'est très chaleureux. Donc, si c'était ça le but, il est atteint. Bon. Voilà, c'est très bien. Et vous savez qu'on ne coupe rien, hein, tout est en condition directe, donc je garde votre commentaire. Merci infiniment, Laurence. Merci à vous. Merci, je trouve que c'est passionnant. Vous avez tous les renseignements sur Laurence Garisson, son expertise, évidemment, son site internet. J'adore le site aussi. Yaka Komova. Vous avez la ref ? Yaka Komova. Non, Oye Komova. Oye Komova, oui, c'est ça. Oye Komova, oui, c'est vrai. Oye Komova, évidemment. Qui est-ce qui chantait ça ? Santana. Ah, Santana, évidemment. Et Oya, en fait, il y a un jeu de mots avec Oya, parce que Oya, c'est une déesse africaine qui est la déesse de la transformation par la question, etc. Et ça a plein de références en permaculture aussi. Oye Komova.
Je propose qu'on change le générique. J'ai passé ça à la radio pendant des années. Merci infiniment, Laurence. Merci. Merci à tous. Prise de contact avec Laurence Garisson dans son index autour de cette vidéo, évidemment, et faites ça bien. Salut. Au revoir.